Salut à tous et bienvenue sur La Tête dans le Plat. Aujourd'hui on va parler du plus célèbre des casse-croûtes, le jambon beurre. Facile, pas cher et traditionnel. Je crois même qu'on peut pas faire plus français que ça. Peut-être les cuisses de grenouille. Je te mets l'épisode par là ou par là. Ou par là. Je sais pas. C'est le piché de rouquin, l'anapacaro, le casse-dalle, bien oui baguette. Et depuis plus d'un siècle, plus d'1 milliard de jambon beurre vendus chaque année quand même. Installez-vous, je vous raconte. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Bon, que vous évoque le jambon beurre? Moi perso, c'est mon enfance. Je vous plante le décor. On est à Nice en 1994 et j'ai 6 ans. Regardez-moi ce beau gosse. Il est 16h et c'est la fin de l'école. Je fonce donc à la vitesse de la lumière, me cacher dans la vieille R5 de ma grand-mère pour me mettre à l'abri. Et là, sur le tableau de bord, je trouvais, toujours le même, fidèle au poste, mon goûter. Un petit jambon beurre, préparé avec amour par ma mamie, dans un quart de baguette fraîche bien croustillante, acheté à la boulangerie de Madame Philly. Il y a que les Niçois qui pourront comprendre ça. Du beurre, du jambon, un cornichon coupé dans le sens de la longueur, c'est très important. Le tout enroulé amoureusement dans du papier d'alu. Pour moi, c'était un vrai bonheur de manger ça. Et ça l'est toujours. Puis évidemment, j'ai grandi, je suis devenu ado, et j'ai fait comme tout le monde, je suis allé m'enfiler des menus Maxi Best-of chez McDo. Super idée. Mais je dois avouer que j'ai toujours gardé un amour particulier pour ce petit sandwich bien Frenchy. La France! Et en devenant adulte, c'est resté mon repas de prédilection à la pause du midi quand j'étais dans le bâtiment. C'était mon petit réconfort. Et autant que je le sache, c'est aussi un putain de symbole en France. Subséquemment, je me suis demandé d'où il venait et qui l'avait inventé. Il y a bien quelqu'un qui un jour a pensé à coller une tranche de jambon entre deux tranches de pain, mais qui est ce génie? Et c'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Et naturellement, on va aller en préparer juste après. Non pas un, non pas deux, mais 3 jambons beurre. Avec une version luxe pour flatter tes papilles, mon petit macaron. Alors, pour parler du jambon beurre, il faut avant tout parler de ses ingrédients, et surtout de la sainte baguette. La baguette, c'est un symbole de l'art de vivre à la française, et c'est un cliché qu'on traîne comme notre ombre. Je pense que c'est même le plus gros. Elle est facile à fabriquer, du sel, de l'eau, de la levure et de la farine. C'est tout. À savoir qu'elle a même été inscrite au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. C'est pas rien quand même. La baguette, c'est la France, et peu importe où vous vous trouvez dans le monde, c'est associé à notre culture. Et vous devez savoir... Saviez-vous que plusieurs légendes entourent la création de la baguette? La première viendrait de Napoléon. Il aurait apparemment ordonné que le pain ait une forme allongée et mince plutôt qu'une forme arrondie, histoire d'être plus facilement transportable dans les pactages des soldats. Pratique quand il faut aller se mettre sur la tronche. Merci Guillaume pour ces précisions. On dit aussi que la baguette aurait pu être créée par le Viennois Auguste Zang, le fameux créateur du croissant, qui aurait installé en 1839 un four à vapeur dans sa boulangerie. Le premier de France, dit-on. Un vrai bon technologique. Hey! Et pour finir, ma préférée, au moment de la construction du métro parisien, donc à la fin des années 1890, le besoin de main-d'œuvre fait venir des ouvriers de toute la France. Et comme tout bon français qui se respecte, il se mettait ses verres sur la tronche, surtout les Bretons et les Auvergnats. Et ces bagarres se finissaient régulièrement à l'arme blanche. Un coup de surin par-ci, un coup de surin par-là. Pour éviter ça, les couteaux sont interdits. Et on aurait alors adapté la forme du pain pour qu'il puisse être rompu à la main sans utiliser de couteau. A savoir qu'à l'époque, les miches de pain, c'est des gros bazars de 1 à 2 kilos. Ça ne m'aurait pas étonné qu'ils se fracassent le crâne à coups de quignon. Running gag. Merci Guillaume pour ces précisions, et blague à part, si vous ne connaissez pas la chaîne de Guillaume Cassard, je mets le lien en description. Il parle de cinéma, et vraiment ça vaut le coup. Revenons à la baguette. La réalité est beaucoup moins fun. C'est en fait la loi de l'offre et la demande qui a conditionné la nouvelle forme du pain. C'est nul! Le monde va plus vite, les besoins évoluent, et les gros pains laissent place à des miches plus petites, puis à des baguettes. C'est aussi simple que ça. Finalement, la forme du pain s'est juste adaptée à la nouvelle demande. De plus, les conditions de travail des boulangers étaient extrêmement rudes au début du XXe siècle. Une loi a même été votée pour leur interdire le travail de nuit. C'est dire si c'était la merde. Et l'arrivée de la baguette et des levures qui vont partiellement remplacer le levain vont grandement faciliter le travail des boulangers. Bon, ils devaient quand même se lever tôt. La baguette, c'est plus rapide et moins compliqué à faire. Et en France, le pain est tellement implanté dans la culture qu'il est même considéré comme un ingrédient de référence. Et la baguette en particulier est même utilisée comme outil de mesure des prix et de l'inflation. C'est français.
Bon, maintenant, on sait à peu près d'où vient la baguette. Mais quid du jambon beurre? Eh bien, on sait à partir de l'Institut parisien de la gastronomie que ce serait un pâtissier du nom de Bon, je sais pas comment on dit. De Caevel. C'est lui qui aurait eu l'idée, le premier, de créer le sandwich comme on le connaît aujourd'hui, en 1867. 1867. On avait déjà inventé la machine à vapeur en 1712 et on va me faire croire que personne n'avait eu l'idée de foutre de la bouffe entre deux tranches de pain? Ça me paraît un peu gros. C'est pas compliqué de faire un sandwich. Et d'ailleurs, le sandwich, ça vient d'où? Alors, la légende raconte que c'est John Montagu, le 4e comte de sandwich, qui aurait eu l'idée du sandwich en premier. Comte de sandwich, ça s'invente pas ça. On raconte qu'il aurait fait préparer le premier sandwich pour lui-même, à savoir 2 tranches de pain garnies de bœuf salé. Et là, on se situe à peu près en 1762. Il l'aurait fait préparer alors qu'il était lancé dans une grande partie de cartes. On le disait très joueur. Il put donc rester à table, casser la croûte et garder les mains propres en gardant les yeux sur ses cartes. J'espère au moins qu'il a gagné. Bon, l'info est à prendre avec des pincettes parce que c'est sans doute une version très romancée des faits. Il est nettement plus probable qu'il ait pris cette habitude pour rester dans son bureau et continuer à travailler. En effet, c'était un homme d'État et il avait beaucoup de choses à faire. C'était pas n'importe qui le comte de sandwich. Mais pas si vite, parce que cocorico! On prête également l'invention du sandwich au roi de France, mais pas n'importe lequel. Louis le XIVe, le roi Soleil. En effet, Louis XIV aurait eu pour habitude de se faire préparer des sandwichs pour casser la croûte lors de ses parties de chasse, à savoir un pain rond, garni de viande de volaille. Bon, on y voit un peu plus clair, et maintenant on passe à la fabrication. On n'est pas là pour enfiler des perles. Comme je vous l'ai dit, on va en faire plusieurs. Le classique jambon beurre cornichon, c'est mon préféré. Le parisien avec une petite tranche d'emmental. Et une version luxe pour t'émoustiller, mon petit macaron. Suis-moi. Bon, c'est pas compliqué. Tu prends du beurre. Ici, c'est du beurre d'Isigny. Une baguette de chez ton artisan boulanger et surtout pas une merde surgelée. C'est très important. Des cornichons fins maison marque. Le cornichon français. Évidemment du beau jambon. Bon, je vais pas t'apprendre à faire un sandwich, mais coupe une baguette en deux, puis ouvre-la dans la longueur. Maintenant, tu vas beurrer ton pain généreusement. Puis tu prends une tranche de jambon. Oh, on va en mettre 2. Deux cornichons coupés dans le sens de la longueur. Ça aussi, c'est très important. À ce stade, ton casse-dalle est presque prêt. Et maintenant tu croques. Bon, là normalement ça croustille, mais le temps était si humide que le pain a pris un peu cher. On vous explique à la fin. Putain, c'est bon. On passe à la version 2, le parisien. C'est globalement la même chose, sauf que tu rajoutes une belle tranche d'emmental à l'intérieur. Ou 2, ou 3, c'est comme tu veux. J'en profite donc pour vous donner 2 bonnes adresses niçoises où trouver du très bon pain et de la très bonne charcuterie. Pour le pain, vous pouvez vous rendre à la boulangerie Bordona, au 19 rue Barla, ouvert depuis 1967. Pour ce qui est de la charcuterie, rendez-vous au 10 boulevard Jean Jaurès. La maison Guy Baudot est ouverte depuis 1877. À Nice, c'est une institution. Là, tu croques dedans, et normalement, c'est pas mal non plus. Mais on peut faire mieux. On va utiliser de la truffe. Je laisse Luc vous expliquer ça. Salut mes petits loukoums, on part sur un petit sandwich à la truffe noire avec un beau morceau de comté 48 mois.
On est sur les derniers mois de la truffe noire du Périgord. Celle-ci vient de chez Diamant du Terroir, un producteur 100% français. Mais qu'est-ce que la truffe? En fait, la truffe est un champignon. On parle alors d'un champignon hypogée, car il se développe tout simplement sous terre. C'est également un champignon dit mycorhizien, ce qui signifie que la truffe vit en symbiose avec un arbre hôte, le plus souvent un chêne vert ou un chêne blanc. Parlons histoire maintenant. Autrefois, au temps du Moyen-Âge, la truffe avait mauvaise réputation, car elle pousse sous la terre. Donc, par définition, tout ce qui s'éloigne du ciel, donc de Dieu, était des produits peu appréciés du peuple, contrairement aux volailles et arbres fruitiers. Il a fallu attendre l'Antiquité pour que la truffe commence à être appréciée à sa juste valeur. Mais c'est grâce à un brillant gastronome du XVIIe siècle, du nom de Brillat-Savarin, que la truffe va prendre ses véritables lettres de noblesse. En effet, maintenant, la truffe noire Melanosporum est un mets des plus rares et appréciés par les plus grandes tables du monde. On la consomme plutôt de début novembre à début mars. Hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit like si ça t'a plu, et abonne-toi. Vous êtes toujours là? À l'origine, on devait tourner ces 3 petites recettes en extérieur un peu comme un pique-nique. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et voici quelques images d'archives. Normalement, il ne pleut jamais sur la Côte d'Azur. Mais ce jour-là, le ciel nous est tombé sur la tête. Merci à ceux qui sont encore là, et à la prochaine.